Nous accueillons maintenant Tupac Pointu, donc, qui est journaliste spécialiste médias sociaux, réseaux sociaux à l'AFP. Donc, il nous a semblé intéressant, avant d'accueillir les journalistes qui sont sur le terrain, d'accueillir les journalistes qui sont à la source de l'information, donc les agences de presse, qui ont été fortement chahutées, bouleversées par les réseaux sociaux. Et donc c'est ce dont va nous parler Tupac Pointu, qui était auparavant correspondant AFP en Bourgogne. Et donc on a le plaisir de retrouver, puisqu'on a déjà travaillé avec lui, et qui nous a fait le plaisir d'accepter donc cette invitation. Bonjour tout le monde. Alors je m'appelle donc Tupac Pointu, je suis moitié français et moitié mexicain, d'où ce mélange un peu exotique dans le nom et le prénom. Et donc je suis journaliste depuis 2006 à l'AFP. Et donc l'AFP, ce qui est intéressant aussi dans cette agence, je vais vous en parler un peu plus après, c'est qu'on peut alterner, échanger, faire des postes très différents et assez régulièrement, tous les 4-5 ans, changer de poste, de pays et de service. Et c'est notamment pour ça que j'étais en poste à Dijon pendant 2 ans et demi, et j'étais le correspondant pour l'AFP pour toute la région Bourgogne, les 4 départements bourguignons. Et donc, après l'expérience bourguignonne, je suis revenu il y a un peu plus d'1 an à Paris pour m'occuper de la couverture des réseaux sociaux, donc tous les principaux, Twitter et Facebook, mais tous les autres aussi. Et aussi, je suis dans la rubrique médias, donc on est plusieurs personnes à traiter de l'actualité des médias, l'actualité de la télé, des radios, des journaux, des agences. Et donc, là-dessus aussi, une partie du travail, c'est observer l'évolution des médias, comment ils se convertissent justement à l'économie numérique et ce qu'a provoqué ce réel bouleversement dont a parlé Dominique Cardon à la transmission de l'information. Alors, l'AFP, pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord c'est une vieille dame, elle est née en 1835. Il y a peut-être quelque chose là sur l'historique, oui. Elle fait partie des 3 agences mondiales. Elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Charles Havas. Et il y a 3 agences dites mondiales, internationales. 2 sont anglo-saxonnes. Il y en a une qui est anglo-canadienne qui s'appelle Thomson Reuters. Elle a été rachetée par le Canadien Thomson. À la base, elle était britannique. Il y a l'américaine AP. Et puis il y a la française AFP. Et on dit mondial parce qu'il y a des bureaux. Il y a 200 bureaux dans quelques 160 pays, je crois. Il y a 6 langues de travail et 2260 collaborateurs, dont il y a 1500 journalistes qui travaillent dans toutes ces langues, pour 4000 clients. 4000 clients qui vont des chaînes télé aux petits sites internet, en passant par les radios, les journaux et tous les groupes de presse. Donc en résumé, une journée à l'AFP, c'est 5000 dépêches qui vont être écrites dans toutes ces langues, 3000 photos qui vont être prises et publiées sur... c'est un système de fil, si vous voulez, comme sur Twitter ou sur Facebook. D'ailleurs, ça existait bien avant tous ces réseaux sociaux, et c'était le même principe. C'est un fil temporel où la publication la plus récente vient s'ajouter au sommet de la pile. Et ça peut être donc des textes, des photos, des infographies, des vidéos, des infographies animées, fixes, tout ce type de choses. Donc 5000 dépêches, 3000 photos, 200 vidéos par jour et 100 infographies qui sont publiées par jour. Et donc l'AFP, dans le panorama des médias, c'était quoi ? Il faut le voir un peu comme un grossiste de l'information qui n'avait pas de relation directe avec le public, puisqu'il s'adressait principalement aux médias. Ses clients, et ça reste en grande majorité des médias, qui vont donc, c'est comme s'ils allaient à Rungis se fournir en matières premières, et ensuite aller revendre au détail ce qui leur semble utile d'utiliser ou intéressant. Et à partir de cette matière première, ils peuvent, puisqu'ils payent, c'est le contrat, ils peuvent l'utiliser tel quel, donc en publiant tel quel les textes, les photos, ou ça peut leur servir de base pour alimenter leurs articles, leurs sujets à la radio, à la télé,
Ou alors ça peut leur servir d'alerte pour se dire tiens, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là. Il faudrait qu'on envoie nos propres équipes, nos caméramans ou nos reporters radio. Ça, c'est les différentes fonctions. Et donc, il y avait, comme l'expliquait Dominique Cardon tout à l'heure, il y avait cette verticalité, les médias qui s'adressent au public. Il y avait encore au-dessus, si on peut dire, l'AFP qui s'adressait aux médias, et ensuite les médias s'adressaient au public. Donc avec ce véritable séisme, cette véritable révolution pour l'économie des médias, donc on passe d'une verticalité totale à une horizontalité où chacun peut s'adresser à tout le monde. On en vient à se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin de journalistes ? Comme l'écrit brillamment Éric Chérard dans son livre qu'il avait publié en 2011, un excellent livre d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu. Donc est-ce qu'on a encore besoin de journalistes à l'heure actuelle ? Parce qu'il faut bien se rendre compte que tout ce dont on a parlé, tous les réseaux sociaux dont on parle aujourd'hui, ils étaient inexistants il y a 10 ans. Facebook va fêter ses 10 ans, ça a l'air vieux comme on a l'impression qu'on l'a toujours connu, surtout pour les plus jeunes. Mais il y a 10 ans, il n'existait pas. Et tous les autres non plus d'ailleurs. Et donc à partir de ce séisme, comment faire ? Il y a une véritable remise en question du rôle des journalistes et qui désormais va plutôt passer par celui de filtres. Il va y avoir, parce que donc c'est une véritable abondance, c'est des millions de tweets, des millions de publications, des millions de gens qui interagissent, pas tous de façon intéressante, mais il y a des choses quand même qui se passent sur Internet, sur la toile. Tout ne se passe pas sur la toile, mais il y a quand même plein de choses intéressantes qui s'y passent. Et il faut donc la surveiller, faire de la veille, et pouvoir déterminer à un moment donné ce qui vaut la peine d'être commenté, analysé ou pas. Et donc moi je trouve que de façon générale, après on rentre un peu plus dans le détail, c'est quand même une véritable chance, tout ça, c'est une chance formidable pour nous, parce que pour plusieurs raisons, je crois que c'est vraiment pour le métier, pour les médias et pour la démocratie, tous ces réseaux sociaux, ce mirage un peu du tout journalisme, est-ce qu'on peut vraiment dire ça à l'heure actuelle ? On parlait des conséquences aussi d'être journaliste, que tout le monde ne peut pas forcément assumer. Mais il y a aussi le côté, la facilité aussi. Il y a désormais, on peut dire, une forme de maillage. Tout le monde peut être témoin de tout et en témoigner directement à travers les réseaux sociaux. Donc, on est à une conférence, on va témoigner de ce qui s'est passé là. Il se passe un accident au coin de la rue, on va pouvoir en parler, prendre une photo. Je crois que c'est vraiment un atout pour la transparence. Et il y a très peu de choses désormais qui vont pouvoir rester cachées dans l'ombre, grâce à ça notamment. Après, c'est à nous de pouvoir d'avoir le bon œil, de pouvoir trouver la bonne formule pour surveiller, faire du monitoring, de la veille sur les réseaux sociaux et dégoter les bonnes histoires. Mais en général, les bonnes histoires, elles ne restent pas longtemps cachées. Et puis là, c'est l'intérêt, parce qu'il y a toujours un intérêt, il faut se dire qu'il y a toujours l'intérêt des gens à ce que telle ou telle histoire sorte à un moment donné. Donc, nous, comment on l'utilise ? Comment on utilise tous ces réseaux sociaux ? On l'utilise comme un instrument, tout d'abord un instrument de veille, d'alerte. Il y a une cellule chez nous, une cellule réseaux sociaux, qui est spécialisée en partie sur la veille, qui a différents comptes, qui suit tous les comptes Twitter importants, Facebook et autres réseaux sociaux, qui est aussi là pour assurer notre présence sur les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui désormais qui proviennent des réseaux sociaux. On a pu le considérer à un moment donné comme une menace. Mais je pense, comme je vous disais, que c'est une chance parce que c'est une source, et des fois intarissable, de nouvelles informations, de contacts aussi. C'est une chance désormais de pouvoir contacter n'importe qui, n'importe quel expert, n'importe quel professeur, sociologue, chercheur, ou personne qui travaille dans une entreprise en passant par son compte Twitter ou son compte Facebook. Avant, pour avoir les contacts, où on avait les contacts, on ne les avait pas. Il fallait voir si une personne qu'on connaissait telle personne. Bref, ça prenait beaucoup de temps. Désormais, moi ça m'est arrivé plusieurs fois,
je me disais, tiens, je connais personne dans ce domaine-là, qu'est-ce que je vais pouvoir contacter? Je cherche sur Internet, je vois que des personnes ont fait des publications sur tel ou tel sujet, et je vais aller voir à travers Facebook, on n'est pas amis, je lui envoie un message, ou à travers Twitter, je mets son arrobase et je l'interpelle en demandant de me suivre, et puis après on peut échanger en privé. Mais c'est une façon, c'est vraiment, le monde est à portée de la main, du portable, et donc je pense que ça, c'est vraiment une accélération, ça facilite beaucoup l'échange d'informations, l'accès à l'expertise des personnes, des sachants, des gens qui savent. Et ça vaut pour tout le monde, c'est pas que pour les journalistes. L'intérêt, une personne m'avait dit une fois que l'intérêt de Twitter, c'est des cerveaux connectés entre eux, que si on avait eu besoin de faire, avant, quand on avait besoin d'écrire quelque chose, on allait à la bibliothèque, on allait faire des recherches, on regardait, ça nous prenait des mois pour pouvoir avoir accès aux articles, aux livres, aux passages déterminants. Après, il y a eu l'étape Google, où on recherchait, on va taper sur le moteur de recherche le sujet, et on va avoir des dizaines et des dizaines de pages qui vont s'afficher, on va gagner un peu de temps, mais bon, quand même, c'est pas très rapide. Maintenant, ou depuis que Twitter a commencé à lancer, il y a aussi l'intérêt de pouvoir poser une question à une certaine communauté de gens, si on est dans le journalisme ou dans la politique ou dans la recherche, quelle que soit la communauté, lancer une piste ou poser une question, et les gens qui, par leur lecture, par leur connaissance ou par ce qu'ils ont vu passer, vont pouvoir nous orienter, nous dire tiens, regarde tel article, telle publication, ou tel chercheur, il est intéressant. Donc c'est quelque chose qui fonctionne de cette façon-là aussi. Après, comment sélectionner, les histoires dont on va pouvoir parler? Sur les millions de tweets, comme je le disais, publiés chaque jour, on pourrait s'arrêter sur des milliers d'histoires, mais toutes ne valent pas la peine d'être prises et commentées par les journalistes. En fait, c'est là où on a ce rôle quand même de filtre et on emploie ce terme aussi de curation, de pouvoir choisir à quel moment donné telle histoire a besoin d'avoir une part d'espace public. Parce que tout ne vaut pas la peine d'être commenté, d'être porté à la connaissance de tout un chacun. On peut rester dans son petit cercle et commenter entre soi des informations qui n'ont pas forcément vocation à être portées sur la place publique. Et finalement, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a très peu d'histoires qui... Il y a des histoires qui sont des grandes histoires qui sont sorties par les réseaux sociaux. Je pense à l'affaire DSK. L'origine était vraiment un tweet. Mais après, les médias s'en emparent rapidement et ça prend une autre dimension. L'essentiel les grands mouvements comme les révolutions arabes ou le mariage pour tous, il y a peut-être eu des micro-polémiques ou des micro-histoires qui sont nées sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Mais le débat dépasse ce cadre-là et ça rentre dans la sphère publique, sur la place publique. Et les révolutions arabes auraient peut-être pris plus de temps, mais ça serait quand même arrivé si les réseaux sociaux et Internet n'avaient pas existé. Ça a été quand même un accélérateur, mais ça serait arrivé. On peut penser que ça aurait pu arriver quand même. Ensuite, nous, là, on se pose souvent la question comment couvrir les réseaux sociaux. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Comment couvrir ce qui se passe sur Internet? À quoi accorder de l'importance ou pas? D'autant qu'on a vu souvent qu'il y a une sorte d'effet boule de neige. Quand on parle de quelque chose, ça va être mentionné. C'est ce qu'on parlait, on mentionnait ça avec les algorithmes. Plus on parle de quelque chose, plus il va y avoir d'occurrences et plus ça va monter dans les recherches de Google et de Twitter et c'est ce qu'on appelle les trending topics notamment. Et donc, en voulant dénoncer quelque chose, on le rend plus populaire. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. On avait eu le cas, c'est celui dont on avait le plus parlé, c'est celui de Un Bon Juif. C'était un hashtag, le hashtag Un Bon Juif, dont on avait parlé, qui avait été lancé sur Twitter. Après, les gens avaient commencé à faire des blagues plus que douteuses dessus. Et ensuite, il y avait eu la volonté de personnes de dénoncer, et en disant arrêtez, mais il devait écrire, il l'écrivait pour le dénoncer, et donc ça le faisait monter.
Et après, il y a eu toute une polémique, un affrontement entre l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et Twitter, qui à l'époque n'avait pas de représentant en France, du coup n'était pas très audible. Ils faisaient venir leurs consignes des États-Unis ou de Londres, et donc il y a eu finalement un procès. Et voilà, ça c'était l'affaire la plus connue, mais il y en a sans cesse des affaires comme ça. Il y a l'histoire du bijoutier de Nice avec le 1, bon, ça a dû dépasser maintenant, mais à l'époque, vous savez, quand il y avait ce bijoutier qui s'est défendu, et qui a tiré sur les braqueurs, il y a eu tout de suite une page Facebook qui s'est montée en soutien au bijoutier et qui a obtenu 1,6 million de likes sur Facebook. Et moi, j'avais écrit là-dessus et j'avais interrogé des chercheurs, des sociologues qui disaient que l'implication, et c'est ça la force aussi des réseaux sociaux, c'est que l'implication que ça demande, c'est beaucoup moins fort que de descendre dans la rue, que le geste d'aller voter. C'est très intuitif. Je suis énervé, je vais appuyer sur like et sans forcément réaliser les conséquences que ça a derrière ou le discours que ça envoie derrière. Donc c'est aussi le piège, entre guillemets, ou la force de ces réseaux sociaux, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'implication et ça demande de moins en moins de rédaction, et c'est on appuie, c'est des gestes assez basiques en quelque sorte. Donc, et encore hier, il y a eu l'histoire du journaliste, enfin du photographe, l'assistant photographe à Libération qui s'est fait tirer dessus. Je l'ai couvert en partie et rapidement on a eu des pages Facebook qui se sont montées pour soutenir le tireur. Et on est entre la blague de très mauvais goût et le plaisantin, et on se pose toujours la question, est-ce qu'on en parle? Là, ça c'est arrivé 1 heure ou 1 heure et demie après que les faits soient connus. La page Facebook était en ligne, quelqu'un l'a repérée, nous l'a signalé, et on s'est posé la question. Elle en était à, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de likes. On se posait la question de est-ce qu'on la médiatise ou pas. Et on a décidé de ne pas le faire parce qu'on pensait que c'était donner de l'importance à quelque chose qui... On se pose toujours la question, est-ce qu'il y a un phénomène de société derrière ce dont on va parler? Est-ce que ça évoque, ça parle de quelque chose? Là, derrière, quand il y a eu ça a été tellement soudain, tellement rapide, et il y avait ça exprimait peut-être une sorte de malaise pour certains, l'histoire de la page du bijoutier de Nice sur Facebook, et c'était vraiment massif, 1,6 million, c'est allé assez vite. Donc voilà, c'est les questions qui sont toujours présentes à l'esprit, qu'on a toujours présentes à l'esprit et qui sont importantes, il me semble. Ensuite, pour continuer, on a le côté vérification, comment utiliser, puisque désormais les réseaux sociaux sont une source comme une autre, que les personnalités qui avant envoyaient des communiqués, nous appelaient pour donner une information, s'expriment en partie. Il y en a encore qui le font beaucoup, mais il y en a certaines qui désormais ne s'expriment que sur Twitter ou ne s'expriment parfois que à travers leur compte Twitter. Ils vont donc publier un message qui sont en permanence surveillés. Et donc, Twitter a mis en place ce qu'on appelle la vérification. L'identité vérifiée, c'est un petit signe bleu comme ça. Attendez, je peux essayer de vous le retrouver. Voilà, c'est le petit astérisque qui apparaît là. Enfin non, c'est pas un astérisque en fait, mais c'est ce petit symbole-là. Ça veut dire que l'identité a été vérifiée par Twitter. Ça demande un certain nombre de conditions et pas tout le monde ne peut y avoir accès. Donc c'est déjà une garantie que si une personnalité publie quelque chose, à partir de là, on va pouvoir le reprendre tel quel. Cela dit, on a toujours le souci de vérifier, de confirmer toujours. C'est une des règles en journalisme, c'est de croiser les sources. Même si on l'a vu là, quand c'est des choses tellement énormes qu'il faut quand même qu'on vérifie pour être sûr de pas dire une bêtise. On va donc appeler, doubler par un appel à la personnalité qui aura publié son tweet, en fonction de l'importance ou de la gravité des propos. Et il y a ça, il y a le côté donc vérification systématique des sources.
Donc on ne se repose pas trop sur la facilité, sur le côté c'est écrit donc c'est vrai. Et donc il y a aussi le risque de faux. Il y a des médias, on a souvent des piqûres de rappel, on a des cas de médias qui ont repris une information telle qu'elle, qui s'est avérée fausse, et qui sont obligés ensuite de démentir. Donc c'est vraiment un coup porté à la crédibilité du média. On a eu le cas, j'essaie de me souvenir, il y a eu un cas marquant, c'était un média qui avait repris la mort de la reine Paola, je crois, aux Pays-Bas, il me semble. Je sais plus, non, je sais plus si c'est en Belgique ou aux Pays-Bas. Et donc il y avait un média qui avait repris cette mort telle qu'elle, parce que ça avait été annoncé sur Twitter par un faux compte. Et ensuite, ça avait été démenti par la Maison Royale, et ensuite le média avait dû faire du rétropédalage. Et donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça, parce qu'il y a des gens qui, par amusement ou par manipulation, passent leur temps à faire des faux comptes. Sur Twitter, c'est plein de faux comptes. Et il faut, pour pouvoir comprendre l'outil, se mettre les mains dedans, ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, pour pouvoir maîtriser l'outil et se prémunir des éventuelles manipulations. On a toujours des gens on a toujours des artistes, des chanteurs, des personnalités qui décèdent, qui sont annoncés comme morts sur Twitter. On passe notre temps à vérifier pour pas dire de bêtises. Et la plupart du temps, c'est faux. Quelquefois, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est faux. Récemment, il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez le Gorafi, c'est un site assez drôle d'ailleurs. Je vais mettre peut-être pour vous le montrer. Non. Voilà, ça s'appelle... c'est le premier, ouais. Mais j'essaie de voir s'il y avait sa page... Voilà, c'est Le Gorafi, donc c'est un jeu de mots avec Le Figaro, vous l'aurez compris. Et ils font que des articles détournés et ironiques. Voilà, un groupuscule néo-nazi imprime par erreur 10 000 t-shirts à la gloire de Nelson Mandela. Et tout est comme ça, tout est à l'avenant. Et il y a une agence, je crois que c'est ANSA, l'agence italienne, qui a repris une information du Gorafi en pensant que c'était une vraie information. Je crois que c'était que les Français avaient choisi Clitoris pour le nom de la prochaine voiture de Renault. J'essaie de retrouver aussi. Voilà. Donc ça, c'était repris par... voilà, c'est le Gorafi qui l'a sorti, et ANSA, l'agence italienne qui nourrit à son tour et irrigue tous les autres médias italiens. C'est une agence nationale, ANSA. Et ils ont repris l'information telle qu'elle est. Donc ça a dû être rapidement démenti, et donc ils sont passés un peu pour des rigolos. Mais ça peut être... Là, pour le coup, c'est drôle, mais ça peut être très problématique. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Après, il y a le problème des hackings. On a effectivement, nous et pas mal d'autres médias, ont vu leur compte hacké par des pro-régime syriens. Donc ils ont une équipe de ces militants-là, cette armée-là, ils s'appellent l'armée de électronique syrienne. Ils ont une équipe de personnes dédiées au hacking, au piratage, et ils ont réussi à avoir les codes d'un compte de l'AFP, et ils sont rentrés dedans, et ils ont commencé à publier des photos qui étaient favorables au régime, qui étaient des montages, et donc on a très rapidement dû le désactiver pour pouvoir reprendre possession du compte. Mais ça a été le cas aussi du compte de AP. Et alors, c'est le compte de AP, qui est l'agence américaine de presse, qui a été hacké également, et qui a tweeté en disant que Obama
avait été blessé, qu'il y avait eu une attaque à la Maison Blanche et qu'Obama était blessé. Le cours de la bourse a chuté de je ne sais plus combien de millions de dollars. Donc c'est ce qu'on appelle c'est considéré comme le tweet le plus cher de l'histoire parce que voilà, il était faux et là ça a des conséquences. Hein. J'avais aussi écrit récemment là-dessus, ça me semblait intéressant. Twitter est devenu aussi une source d'information pour les traders et les personnes qui travaillent dans les salles de marché. Avant, ils avaient recours à des agences de presse comme Reuters, comme Bloomberg, comme l'AFP. Et désormais, ils continuent de les utiliser, mais ils ont aussi, comme chacune des informations peut avoir des impacts sur la bourse ou le cours de telle ou telle entreprise, ils ont intégré aussi Twitter. Et une des personnes avec qui je parlais me disait que les flux de Twitter sont intégrés automatiquement dans les appareils, disons les ordinateurs, les algorithmes qui calculent s'il faut acheter ou vendre des actions. Donc tout étant automatisé, ça va rapidement, s'il y a une fausse information qui se propage, ça va rapidement aller à la baisse ou à la hausse. Et après, il va falloir, le temps que ça se rétablisse, ça pourra... mais il me disait que ça avait tendance à s'équilibrer, que ça pouvait descendre aussi vite que ça remontait, qu'au final, on retrouvait le niveau d'antan. Mais bon, ils avaient l'air assez sereins avec ça, parce que du coup, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Mais voilà, c'est quelque chose avec quoi ils composent également. Et il y a aussi ce côté sur Internet, ce côté sélection naturelle. Quand quelque chose est faux, c'est ce qu'on appelle le fact-checking, donc la vérification des faits. C'est tout plein d'anglicismes, hein, vous m'excuserez dans le milieu des réseaux sociaux, mais donc la vérification des faits, le fact-checking, c'est aussi un avantage des réseaux sociaux, ce côté instantané. Désormais, quand il y a une conférence de presse, mettons, ou un politique qui est invité à une émission, en général pour les médias, ou pour la télé, c'était donc qu'il le recevait, la personne qui présente, qui a l'oreillette, avant était confrontée à l'invité et lui posait les questions. Et donc si l'autre affirmait des choses en face et qu'on n'avait pas de réponse, c'était difficile de le contredire. Désormais, comme je vous disais, il y a cette sorte de connaissance commune qui est reliée entre elles et qui peut réagir instantanément. Il peut y avoir des réactions aux propos de l'invité, à l'homme politique, des gens qui vont vérifier, des équipes qui sont dédiées à ça dans certains médias, à vérifier ce que disent les dirigeants pour dire c'est vrai ce qu'il a dit, ou alors les contredire en disant avec des faits, uniquement des faits, des chiffres, des statistiques, des chiffres officiels, en disant ça c'est faux. Et donc à présent, comme c'est instantané ou quasiment, il peut y avoir des gens qui vont faire apporter des informations, des éléments qui vont permettre aux présentateurs, aux journalistes de rebondir sur une question ou sur des propos qu'aura tenu un invité, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça aussi, c'est un des avantages des réseaux sociaux. Tout est devenu maintenant quasiment transparent. Après, certains pourront dire qu'il y a une forme de tyrannie de la transparence, mais ça aussi, c'est l'avantage. On peut plus dire de bêtises, on peut plus dire n'importe quoi, et les gens sont plus prêts à gober tout ce qu'on veut bien leur raconter. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire autour de ça ? Oui, le côté algorithme, ça rejoint ce que disait Dominique Cardon aussi sur les médias. On observe ça aussi dans l'évolution des médias. Ils ont souvent, jusqu'à présent, il y avait le côté éditorial, je choisis ce que je publie de mettre en avant. Mais maintenant, il y a les possibilités de se baser sur les statistiques, de voir quels sont les articles les plus cliqués, ou les plus vus, ou les plus partagés, ou ceux qui nous amènent le plus de trafic, qui produisent le plus de trafic vers nos sites. Donc, il y a peut-être une tendance à se dire, on va se baser là-dessus, sur l'algorithme, qui va nous dire qui va calculer et nous dire tel et tel sujet sont les plus populaires, les plus partagés, les plus aimés par les gens. Du coup, il y a peut-être ce risque de certains médias d'aller uniquement vers ça, mais vers ce type de sujet. Et donc, je pense que c'est quand même un problème parce que après, on a tendance à fonctionner en cercle fermé et à manquer d'ouverture, de curiosité sur le monde. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pas aller dans cette direction ou que se baser sur cette direction, c'est vraiment
rapidement dangereux. Pour en quelques mots terminer sur nous, les réseaux sociaux à l'AFP, donc, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait être présent, qu'il fallait qu'on y soit. D'ailleurs, vous regardez la page, c'est une liste assez impressionnante de réseaux sociaux où on est présent, et comme la plupart des médias d'ailleurs. Hein. Donc, on a commencé avec des comptes Facebook en 2010. Après, on est sur Twitter aussi, sur LinkedIn, le réseau social professionnel, sur YouTube, Dailymotion, Google+, Pinterest, Tumblr, voilà, tout. Il faut être partout. Il faut être partout pour occuper le terrain. Et pourquoi? Quel intérêt pour un média d'être sur les réseaux sociaux, en dehors de ce que je vous disais, de la veille et tout ça? C'est que c'est aussi... attendez, je finis la présentation pour faire dans l'ordre. Donc, on est donc sur tous ces réseaux sociaux-là. On a plus de 700 000 abonnés. On est aussi présent en Chine, où les réseaux sociaux c'est un autre monde. On parlait des États-Unis, mais il y a beaucoup d'acteurs chinois dans ce domaine-là. Il y a le réseau, l'équivalent de Twitter, qui s'appelle Sina Weibo. Il y a 2 grands réseaux sociaux asiatiques qui s'appellent, l'un est japonais, il s'appelle Line, et l'autre est chinois, il s'appelle WeChat. C'est un peu l'équivalent de WhatsApp. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a QQ, il y en a plein. Mais les 2 gros en ce moment qui sont en train de monter et qui sont... on sait que Facebook a 1 milliard 200 millions d'utilisateurs. Eux, rien qu'en Asie, pour l'instant, ils sont chacun à 500 millions d'utilisateurs. Et ils sont en train d'arriver sur le marché européen et le marché américain. Donc, il y a une forme d'équilibre. Il n'y a pas que des réseaux sociaux américains. Il y en a aussi des asiatiques et qui sont très, très forts, très puissants, et qui sont en train d'addosser à des groupes Internet très, 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 très puissants aussi, donc, et qu'on ne connaît pas forcément, et qui sont en train de monter en puissance. Pour vous en dire 2 mots, parce que j'en entends beaucoup parler ces derniers temps, ils sont aussi beaucoup basés sur la géolocalisation. Et là-bas, le côté, donc tout le monde a son portable dans la poche, et c'est aussi utilisé beaucoup commercialement, parce que donc, les marques vont s'abonner au réseau, WeChat par exemple, ou Line, et il y a ce qu'on appelle les push, c'est comme les alertes qu'on reçoit sur le portable. Et là, il va y avoir les marques qui vont vous envoyer, si vous aimez tel magasin de chaussures, quand vous passez à proximité, vous êtes géolocalisé, et ça va vous envoyer une promotion en disant... mais c'est dans l'intérêt... parce que là-bas, ils ne le voient pas comme très intrusif. Hein, c'est vraiment un côté... profitez-en, vous êtes à côté, vous avez une promotion, le magasin est gagnant parce qu'il essaie de ramener de la clientèle du virtuel vers le réel. Et le consommateur estime avoir aussi quelque chose à gagner parce qu'il va pouvoir bénéficier d'une promotion. Ensuite, donc, on est en Chine, en Asie, sur tous ces réseaux-là, sur YouTube. On a créé des comptes, on est plusieurs centaines de journalistes à avoir des comptes pour pousser l'intérêt, donc, c'est de pousser les contenus de l'AFP, de les diffuser, de se faire connaître, parce que donc jusqu'à présent on était un peu dans une sorte de tour d'ivoire où on ne parlait pas au public directement, on parlait qu'aux médias. Notre relation, elle était qu'avec les médias. Et désormais, l'avantage aussi de ces réseaux sociaux-là, c'est un côté démocratique aussi, transparence et échange direct avec le lecteur. Quand on publie quelque chose, on va directement avoir des commentaires. J'essaie de vous montrer rapidement ce que j'ai. Attendez. Ça, c'est Montebourg. Pourquoi je suis sur Montebourg? Il est géolocalisé, Internet ici. Voilà, ça c'est le genre de... On publie quelque chose, et hier sur l'histoire du tueur, et il y a toujours des plaisantins qui nous envoient des commentaires. Voilà, et donc, typiquement,
l'intérêt, ça va être de publier un tweet en disant, je ne retrouve pas mon compte, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les médias. Ils utilisent Twitter comme un levier de diffusion. Là, j'étais hier devant Libération et j'ai trouvé que voilà. Ça aussi, c'est un côté coulisses aussi. On peut, toutes les choses qu'on ne va pas forcément publier, le montrer, le diffuser aussi. Il y a des choses intéressantes à raconter. Donc en face de Libération, il y a eu l'histoire du photographe qui s'est fait tirer dessus. Et quand le rideau du magasin d'en face s'est baissé, j'ai vu ça, cette sorte de dessin de pochoir. On le voit pas. Ah mince, je suis désolé. Voilà, moi je donnais des éléments sur la présence de policiers devant, avec celui-là. Il y a ce papier sur... Voilà, sur ce qui s'est passé hier, qui donne ensuite, c'est un lien vers un article. Ça permet aussi de renvoyer du lien, du trafic vers les... Parce que par exemple, ce site-là, Yahoo, ou les autres médias sont abonnés à l'AFP, et donc on leur envoie aussi, la boucle est bouclée, qu'on leur renvoie du lien Internet, du trafic Internet sur leur site. C'est une façon aussi de fonctionner. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc c'est un côté vitrine. Hein, on montre notre travail, on montre nos photos, on montre ce qu'on fait tous les jours, parce que les gens ne le savent pas forcément. Et ça permet aussi de légitimer notre production et qu'elle soit plus connue, plus identifiée. Et c'est à peu près tout. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des... Si, on va avoir des questions. Merci déjà cette présentation. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, est-ce que du coup, avec ces réseaux sociaux et puis cette information qui est très vite... contrôlée, vérifiée ou au contraire démentie, est-ce que les médias ont besoin de l'AFP ? C'est une question qui est posée depuis très très longtemps, hein, se passer ou pas de l'AFP. Il y a plusieurs médias qui ont tenté leur chance en utilisant uniquement Google, en se basant uniquement sur Google. Mais je crois qu'ils sont rapidement revenus. Hein, vous vérifierez, hein, mais non, je crois, mais ils sont rapidement revenus, je pense. On demandera 20 minutes. Vous êtes revenu ou pas ? Ouais. Ah oui, donc 20 minutes est revenu. Ça, il faisait partie, ouais, c'est vrai, de ceux qui étaient partis momentanément. Mais oui, enfin, c'est vrai, parce que ça coûte cher, hein, c'est quelque chose... de toute façon, toutes les rédactions vous le diront, ça va très mal en ce moment dans les médias. Parce que c'est la crise, parce qu'il y a moins d'achats de publicité, enfin pour faire schématiquement, et du coup, parce qu'il y a moins de ventes aussi. Le service, avoir une rédaction, envoyer des gens sur le terrain, produire de l'information, c'est quelque chose qui coûte très 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 cher, excessivement cher. Donc nous, étant donné la taille du média, c'est quelque chose, oui, les abonnements sont assez chers pour les médias. Donc si ça va mal et qu'ils doivent faire des économies, c'est normal qu'ils pensent à se passer de nous, mais de ce service-là. Après, voilà, c'est un choix. Je ne sais pas dans quelle mesure il est faisable ou pas. C'est à... Voilà. Question de la salle ? Non, l'exposé a été clair. Si, Monsieur Cardon. Oui, moi j'avais une question pratique, c'est ce qu'on me dit que quand on tweet, voilà, c'est une question très prosaïque, est-ce qu'on a plus de succès quand on tweet sous un compte signé AFP ou sous le nom d'un journaliste
et AFP. Et par ailleurs, ensuite, est-ce qu'il y a une règle pour que tous les tweets de journalistes mentionnent l'AFP ou pas? Enfin, quelle est la relation entre l'individu journaliste et la marque AFP quand on s'anime sur les réseaux sociaux, puisqu'il semblerait qu'en fait, on ait plus de succès quand on dissimule ou quand on agit à titre personnel plutôt qu'au titre de son entreprise. En fait, nous, on s'est posé la question rapidement de comment, si on se présentait en tant que journaliste, qu'on mettait ce statut-là en avant. C'est un avantage quelque part parce qu'on est rapidement suivi par beaucoup de personnes, mais ça implique quand même un certain savoir-vivre et un certain nombre de règles. On ne peut pas dire n'importe quoi, du coup. Donc on essaye. Après, je pense que les règles sont différentes, et si vous observez les comptes de tel ou tel journaliste, ils vont dire ou pas dans quel média ils travaillent. Après, on pourra les identifier facilement, mais ils vont le mettre en avant ou pas, et être plus ou moins libres dans leurs paroles, critiquer, commenter. Là, c'est un peu plus délicat parce que, étant donné que c'est une agence de presse et qu'il n'y a pas c'est que des éléments factuels et que on est censé pas faire de commentaires. Donc, la parole est un peu plus libre, disons, sur Twitter, mais on ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. On a édité d'ailleurs je ne sais pas si vous avez eu accès, on a une sorte de règle, de manuel du journaliste sur les réseaux sociaux, qui prodigue un certain nombre de conseils, mais on ne peut pas tout encadrer et on ne peut pas établir des règles pour chacune des actions. Donc c'est surtout du bon sens, parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte, et certains l'oublient parfois sur Twitter, c'est que c'est comme si on envoyait un SMS potentiellement à la planète entière. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi dans ce qu'on écrit sur Twitter. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Oui, moi j'avais une question sur votre statut en tant que Twitter. C'est intéressant, vous avez édité une charte. On a édité une charte, oui. Ouais. D'accord, donc ça c'est intéressant de savoir ça. Parce qu'après, c'est ce que je disais, c'est un avantage de mettre en avant son statut de journaliste. Si on se place comme anonyme sur Twitter, on peut aussi cacher son identité. Mais qu'est-ce qu'on va raconter? Si on fait ça, c'est dans un but, c'est pour pouvoir avoir une parole très libre et pouvoir critiquer tout ce qu'on veut. Il y en a qui le font, j'en connais, qui ont des comptes, un compte officiel et un compte anonyme. Bon, après, voilà, c'est un choix de chacun. C'est en fonction de ce qu'on a à dire et de le message qu'on a envie de relayer, je pense. Et le petit logo bleu, là, c'est Twitter qui le met pour valider le statut, pour dire c'est bien la petite flèche. Oui. Du coup, indépendamment, il n'y a pas de demande. Ah si, on a fait une demande. Ah, oui. C'est parce que ça permettait aussi d'authentifier les comptes de journalistes. Quand nous on dit quelque chose, on est bien quelqu'un de l'AFP, ça a été vérifié par Twitter. Donc c'est une démarche, il faut faire une démarche personnelle. Ouais. Pour... D'accord. Et le compte piraté par les Syriens donc n'était pas protégé comme ça? C'était avant, ouais.